Nous avions lancé il y a quelques mois la collection Les causeries des handicaps. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre la nouvelle série Handicap et travail. Bonjour à toutes et tous. La première partie, je le rappelle, était consacrée à l'introduction de la politique handicap et inclusion professionnelle, dans laquelle nous avions consacré 2 épisodes à l'Université de La Réunion face à l'inclusion de ces personnels. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Jean-Xavier Lichelet, et nous allons aborder la seconde partie intitulée « Pour une démarche de développement de la politique d'inclusion professionnelle au sein de la sphère éducative ». Cette seconde partie est organisée en 8 causeries ou épisodes selon une approche structurante et nouvelle de cette politique, au cours desquelles causeries, nous examinerons 4 grands domaines, à savoir les prérequis à cette politique, les missions au cœur en développement, l'importance des fonctions support et les évaluations. Bonjour Jean-Xavier Lichelet, je vous présente puisque si je ne m'abuse, vous êtes le chef de la mission handicap, inclusion professionnelle au sein de la direction de projets diversité, égalité professionnelle à la DGRH, qui est un service commun des ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse et sport et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour. Bonjour Madame Ducré. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie, qui sera une partie un peu plus longue que la première. Et comme vous l'avez très bien dit, j'ai changé de structure. Je reste mission handicap depuis la dernière fois, mais la mission a évolué. Et donc, il y a eu un temps entre les premières causeries et aujourd'hui, qui sont un temps aussi d'approfondissement et de travaux qui ont eu lieu au ministère et avec le réseau des acteurs du handicap. Nous allons y revenir. Je cite simplement la rédaction d'un projet stratégique des ministères qui est en cours, un nouveau plan d'action ministériel qui devrait courir jusqu'en 2027, qui n'est pas encore totalement finalisé, mais qui est en bonne voie, et aussi un nouveau conventionnement avec le FIPHFP. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers de ces acronymes, mais on les avait développés lors de la première série, la première partie, le Fonds à l'intégration des personnels handicapés. Donc tout ça pour dire que nous arrivons à une phase d'approfondissement, et donc je suis très heureux de votre invitation et de pouvoir continuer avec vous à développer ces thématiques. Alors, justement, cette causerie 3 est intitulée « La formalisation des engagements, la recherche des synergies ». Alors, nous entamons cette troisième causerie avec les questions essentiellement de formalisation des engagements. Et à ce sujet, j'aurai un certain nombre de questions à vous poser. Et la première à laquelle je songe, pourquoi, au fond, formaliser les engagements? Et pourriez-vous me dire de quels engagements précisément s'agit-il? Alors, là, on rentre d'ores et déjà dans le dur du sujet, mais c'est tout à fait bien heureux. Et effectivement, on est dans le cadre des prérequis, comme vous l'avez très bien dit en introduction, de cette politique. Et on ne présentait pas cette politique handicap d'inclusion professionnelle de la sorte jusqu'à présent. Alors, il est important de se poser cette question en amont de la formalisation des engagements. Elle est première. Nous avons évoqué dans les précédentes causeries des obligations de l'employeur qui sont complexes, mais aussi dans des organisations qui sont elles-mêmes très complexes de nos jours. Et donc, on peut dire que le cadre ne s'organise pas spontanément. C'est déjà une première réponse, un premier élément de réponse à votre question. Mais il s'agit aussi, au-delà de cette formalisation indispensable, qui peut prendre la forme de plans, de schémas, enfin, voilà, on va y revenir, au-delà de la formalisation, ce qu'on recherche, c'est aussi les synergies, c'est-à-dire de fédérer autour du projet. Et c'est au moment de la formalisation de l'engagement que
ce moment stratégique se met en place. Voilà. Et donc, il est très important de pouvoir rédiger cet engagement et de ne pas le rédiger seul. Hein. Donc, il faut que ça soit un document commun. On va y revenir. Et donc, dans ce cadre, il y a, je dirais, différents arguments pour convaincre. Alors, les premiers, on les connaît et on les a déjà dit, c'est des arguments d'autorité. Il y a, comme vous le savez, l'obligation d'emploi. L'obligation d'emploi est derrière le taux d'emploi. On y reviendra aussi pendant les causeries à venir. Il y a aussi, au-delà, des nouvelles obligations qui sont issues de la loi de transformation de la fonction publique et d'accompagnement, d'accompagnement des personnes en situation de handicap, des personnes en voie d'inaptitude, il ne faut pas oublier non plus, et d'accompagnement des parcours professionnels. Voilà. Donc, ces arguments d'autorité, ils sont réels, ils montrent aussi des engagements sociétaux. Mais au-delà de ces arguments d'ordre, on pourrait dire institutionnel, l'idée c'est que chacun puisse agir. Et donc il s'agit aussi de rendre visibles par tous ces engagements et de les faire connaître. Les faire connaître à l'intérieur de l'organisation, qu'on soit établissement d'enseignement supérieur, qu'on soit académie, qu'on soit administration centrale du ministère, voilà, à l'intérieur de nos organisations, ce qui implique aussi une mobilisation des collectifs de travail, nous y reviendrons, mais aussi à l'extérieur de nos organisations pour donner à voir nos engagements. Et là, derrière, il y a aussi un enjeu d'attractivité pour nous, qui est évident. Donc je dirais qu'en dépassement de la forme et de la formalisation, il s'agit d'aborder le fond en termes d'action à mettre en œuvre pour l'accueil, le maintien, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc ce qui est attendu, c'est bien une structuration de l'organisation. Et donc la formalisation de l'engagement, c'est le moment où au sein de la structure, il va y avoir une clarification méthodologique et une mobilisation interne permettant d'identifier les synergies à créer entre services ou à maintenir ou sortir des relations de travail habituelles pour rentrer vraiment dans des conventions de services. Et puis il s'agit aussi d'identifier les acteurs à mobiliser, et là, au-delà du handicap. Cette formalisation des engagements, elle ne concerne pas que les acteurs du handicap. Et ça, c'est un élément qui est très important. Ainsi, cette formalisation, elle marque formellement, on peut dire, l'engagement de fond de la structure, de l'ensemble de la communauté des acteurs et des collectifs de travail en synergie. Très bien. Alors, de quelle formalisation s'agit-il? Et comme vous l'avez si bien exprimé à l'instant, il existe en effet des formalisations à tout niveau, que ce soit les plans, les schémas, vous venez de nous l'indiquer. Mais au fond, ces formalisations ne devraient-elles pas s'articuler? Et enfin, qui formalise cet engagement? Pourriez-vous le préciser? Alors, c'est effectivement une question extrêmement importante et qui montre aussi qu'il y a plusieurs formalisations à différents niveaux. Alors, nous sommes donc dans les causeries aussi de la sphère éducative, donc nous nous adressons à des employeurs publics de la sphère éducative, que ce soit des établissements autonomes ou des services déconcentrés en académie ou l'administration centrale du ministère, voilà, donc, à des employeurs publics au sens large, mais qui s'inscrivent tous dans une démarche qui est la démarche ministérielle. Et c'est aussi l'objet de cette causerie, puisqu'il est très important finalement de donner à voir la structuration elle-même de cette formalisation, car elle est à deux niveaux. Il y a le niveau, on va dire, central, ou national, ministériel, et puis il y a les niveaux territoriaux ou locaux. Et il est très important que ces deux niveaux puissent communiquer dans le respect de chacun et que on puisse se nourrir, que l'un nourrisse l'autre et inversement. Et donc ça, c'est aussi l'objet du réseau des correspondants handicap de la sphère éducative, j'en parlerai dans une autre causerie, et donc du réseau de la mission handicap inclusion professionnelle et des correspondants handicap de la sphère éducative. Alors si on revient au niveau central, cette formalisation, eh bien, elle marque au niveau national pour tous le respect dans nos engagements
des définitions structurantes de cette politique, notamment celles qui sont posées par le FIPHFP et qui s'imposent à tout employeur public et donc à tout employeur de la sphère éducative, donc qui est soumis au respect de l'obligation d'emploi. Cette formalisation, elle marque aussi l'inscription de cette politique parmi d'autres engagements. Et donc je fais écho à votre demande, à votre question, puisque effectivement il faut penser cette politique handicap d'inclusion professionnelle dans les organisations en cohérence avec d'autres engagements et non à côté de ces engagements. Bon, vous avez dit que nous étions rattachés à la direction de projet égalité, diversité. Eh bien, il y a un plan égalité professionnelle. Il doit y avoir un plan diversité. Et il y aura un plan handicap d'inclusion professionnelle. Et donc là, il y a un risque, je dirais, de travail en silo et de manque de cohérence entre les différents plans. Donc il y a déjà au niveau national, vous voyez, cet enjeu de cohérence. Et donc le choix du ministère et de la DGRH, ministérielle en particulier, a été donc de réaliser un projet qui est en cours, un projet stratégique de la DGRH, en vue justement de fédérer l'ensemble des thématiques qui sont liées aux ressources humaines. Et nous sommes rattachés au domaine des ressources humaines. Voilà. Donc c'est le projet stratégique de la DGRH qui est en cours de réflexion et de rédaction, qui courra sur la période 2024-2026. Et donc, la politique handicap d'inclusion professionnelle, eh bien, elle sera inscrite dans ce projet stratégique et cela marque l'inscription de cette politique handicap dans une réflexion plus globale des ressources humaines et donc en articulation avec d'autres politiques, égalité, diversité, des ressources humaines, etc. Voilà. Donc, sur cet aspect, la formalisation du ministère, elle se retrouvera de deux manières, par un document stratégique, pas encore disponible, mais qui est en cours de concertation, sur lequel un plan d'action handicap pourra s'appuyer et qui courra en principe jusqu'en 2027. Ça, c'est pour la formalisation au niveau national et la cohérence avec tous les autres engagements. Et puis au niveau des établissements, c'est le deuxième niveau. Et au niveau des services déconcentrés, eh bien, il est très important qu'il y ait aussi une formalisation qui soit systématique. Alors c'est vrai que dans l'enseignement supérieur, elle est systématique via les schémas directeurs handicap. Ce qu'on peut constater, c'est que ces schémas directeurs handicap concernent ou ont concerné prioritairement les missions des établissements, c'est-à-dire les politiques handicap d'inclusion des étudiants, avec l'inclusion professionnelle qui était développée ou assez peu développée, ça dépendait des schémas directeurs handicap auxquels on a pu accéder. Là, l'idée, c'est que vraiment cette formalisation sur la politique handicap d'inclusion professionnelle, elle soit bien développée et qu'elle soit développée d'une manière identique en suivant une structuration qui soit la même. Donc, on attend aussi de cet échelon territorial cette formalisation sous forme de schéma directeur opérationnel, donc en proximité des territoires et donc des agents publics. Voilà, donc sous forme de schéma directeur handicap pour l'enseignement supérieur, mais avec un développement plus important de la partie inclusion professionnelle. Et nous accompagnons certains établissements dans la rédaction de cet engagement. Et sous forme de schéma directeur opérationnel pour les académies. Et là, pour le coup, ça n'a jamais été fait. Très bien, je vous remercie en tout cas de votre réponse. Alors, puisque vous évoquez ce document stratégique, ma troisième question est la suivante. Quelles sont les préconisations justement de ce document stratégique ministériel pour cette formalisation en proximité, puisque c'est au fond ce qui nous intéresse, l'aspect proximité? Alors, je pense qu'on va pouvoir voir sur un document cette réflexion, voilà, elle s'affiche effectivement, qui a été menée donc ces dernières années, c'est très récent, ça a 2 ans, et qui amène à une structuration différente de cette politique handicap d'inclusion pour les personnels. On est bien sur les personnels. Et l'approche, à la différence de l'approche précédente, c'est bien celle d'une politique globale et non pas simplement d'une politique au sein des ressources humaines. Alors, non pas que cette politique des ressources humaines soit moins importante, elle l'est tout autant, mais c'est le cadre aussi autour qui est important et qui va permettre d'être un moteur
de la mise en œuvre et du développement de cette politique handicap d'inclusion professionnelle. Vous l'avez rappelé en introduction, il y a donc 4 grands domaines qu'on voit, qui sont affichés sur l'écran et qui doivent être repris dans tous les schémas directeurs opérationnels ou au titre du handicap sur l'inclusion professionnelle. Et on voit donc en deuxième ligne, en professionnalisation des correspondants handicap, il y a une figure qui apparaît, celle du correspondant handicap, acteur de la professionnalisation de cette fonction. Acteur, mais pas unique acteur, évidemment. L'idée, c'est justement de fédérer et de provoquer ces synergies. Et donc, le correspondant handicap, il a donc des missions cœur à mettre en œuvre. Ces missions, elles sont classiques, elles sont connues. C'est la communication, c'est les recrutements, BOE, c'est le maintien et les parcours professionnels, mais qui se développent considérablement. On en reparlera dans les prochaines causeries. Et dont l'action est encadrée désormais par un premier domaine, le domaine des prérequis. Donc là, on y est justement, il y a la formalisation des engagements, mais on parlera aussi du recensement BOE et puis d'autres éléments, et qui est encadré aussi, domaine 3, par des relations d'interdépendance avec d'autres acteurs, au titre des fonctions support. Et enfin, apparaît un 4e domaine d'évaluation et de contrôle, qui apparaît également de manière plus formalisée, pour la première fois, donc à travers ce nouveau domaine. Et donc, pour finir, c'est la mise en œuvre de ces 4 domaines ensemble qui va structurer cette politique au sein de l'établissement, mais au niveau national, et qui va surtout amener à son efficacité. Et donc, la formalisation des engagements va aborder systématiquement ces 4 domaines, quel que soit le niveau auquel on se trouve. En tout cas, c'est très clair, effectivement, que vous ayez pu nous rappeler ces quatre domaines. Et ma question aussi porte sur le point de savoir, au fond, quel est le meilleur attachement de la thématique du handicap et de l'inclusion professionnelle dans les structures, selon vous? Alors ça aussi, c'est une question qui est extrêmement importante et qui marque l'engagement de la structure. Mais il n'y a pas de modèle prescriptif. Et pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs rattachements possibles, en fait. Et le plus important, c'est d'être adapté à l'organisation dans laquelle on se trouve, bien sûr. Néanmoins, on peut préciser qu'il y a un dénominateur commun. Ce dénominateur, c'est d'améliorer la visibilité de la politique handicap d'inclusion professionnelle et, je dirais, son portage en transversalité, puisqu'on a vu avec les 4 domaines que on agit en transversalité sur en fait, l'ensemble de l'organisation. Donc voilà, donc c'est cet impératif de visibilité et de portage transverse que doit refléter le rattachement de la mission handicap ou du correspondant handicap, en tout cas de la personne qui porte la politique handicap d'inclusion professionnelle au sein de la structure et qui marque ainsi une véritable volonté politique de la structure. Donc, par exemple, on peut donner une illustration du choix récent du ministère. Quand je suis venu naguère faire les premières causeries, j'étais responsable de la mission à l'intégration des personnels handicapés qui était rattaché à un service des enseignants de l'enseignement scolaire. On voit que le rattachement n'était pas transverse. C'était un rattachement historique. Et puis, c'était aussi le nombre qui prédominait à ce rattachement. C'est-à-dire que comme la majorité des personnels sont de l'enseignement scolaire, eh bien, il apparaissait logique à une certaine époque que la mission handicap soit rattachée là où les agents sont majoritaires. Mais du coup, ça gommait la partie transverse. Et au niveau du portage, la visibilité de la mission. Donc, depuis, nous sommes devenus mission handicap inclusion professionnelle, et pas simplement intégration. Donc inclusion professionnelle, ça veut dire que le champ est plus large que la simple intégration, et on suit tout le parcours des personnes de leur entrée, mais même en amont, de la préparation de leur entrée, alors qu'ils ne sont pas encore personnels chez nous, jusqu'à, je dirais, durant tout leur parcours et jusqu'à la fin de carrière, le cas échéant. Voilà. Donc, je dirais que dans les organisations, ce rattachement, eh bien, il dépend en grande partie, bien sûr, de l'historique de l'organisation. On ne va pas en faire l'économie, bien évidemment, et ce serait une erreur. Et aussi, je dirais, des profils de la population gérée et de la
volonté politique. Voilà. Mais cela n'implique pas les mêmes choix organisationnels. Donc on peut par exemple penser un rattachement dans les ressources humaines auprès du directeur des ressources humaines. Et là, on a une coloration davantage ressources humaines. Ce que ça a été pendant des années, et il n'est pas illogique de maintenir ce positionnement. Mais on peut penser à un autre rattachement, un rattachement auprès des secrétaires généraux ou des directeurs généraux de services, en responsabilité également, non seulement RH, mais aussi des directions des moyens. Et là, vous voyez du coup toute la structuration qui se fait jour avec les 4 domaines. Et on englobe ces 4 domaines en toute transversalité. La transversalité n'est plus en question avec un tel rattachement. Et puis vous avez, je dirais aussi, un rattachement plus politique, ou qui est lié à la gouvernance de l'établissement, avec par exemple la désignation d'un vice-président ou une vice-présidente, égalité, diversité, handicap. Voilà. Il y a eu des choix aussi qui ont été faits à l'Université de La Réunion et qui vont dans ce sens. Oui. Voilà, donc vous voyez, donc, on a différents rattachements qui sont possibles, politique, RH, généraux, d'ordre général. Voilà. Et c'est une question qui vient, alors ça j'en suis convaincu, profondément en subsidiarité et de choix déterminés dans le respect des organisations et de la proximité. Alors, pour conclure par rapport à cette question et par rapport aussi à cette causerie sur la formalisation des engagements, chaque rattachement a ses avantages et bien sûr a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Donc, je dirais que c'est là que le moment de la formalisation est extrêmement important parce que quel que soit le rattachement, justement, eh bien, c'est cette réflexion en amont sur l'engagement initial de la structure qui permet d'anticiper et de fédérer les énergies, je dirais, au-delà du rattachement qui est ce qu'il est, mais qui devra pouvoir fonctionner en toute transversalité, quoi qu'il arrive. Voilà, et donc en créant, je dirais, les synergies nécessaires. Je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairé sur la formalisation des engagements et notamment la fédération des synergies. Et effectivement, nous avons fait en tout cas chez nous le choix pour l'instant d'un rattachement des politiques comme vous l'avez indiqué. Et c'est vrai que c'est certainement notre histoire pour l'instant. Nous verrons, nous pouvons aussi évoluer vers d'autres choix, comme vous dites, en transversalité, soit vers la DRH, soit vers la Direction générale des services. Mais là, donc c'était à la gouvernance en tout cas que la réponse appartient. Je vous remercie Jean-Xavier Lichelet et nous nous retrouverons pour la causerie suivante portant notamment sur les prérequis à cette politique. Je vous remercie.